Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à Charles King Radio pour une nouvelle édition, la première de l'année 2020. Et donc au nom de toute l'équipe, on vous souhaite une très bonne et joyeuse année en espérant que vos équipes préférées remportent de nombreux trophées. Alors pour cette première de l'année, une émission un peu plus ludique puisqu'on va s'intéresser aux 11 types des 10 dernières années. Donc vous qui nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre 11 type. Au passage, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est important, de liker la vidéo et de vous abonner si vous nous découvrez, ça fait toujours plaisir. Alors, aujourd'hui, pour cette première de l'année 2020, 3 chroniqueurs. Tout d'abord, Manu, comment ça va Manu ? Bonjour David, bonjour à tous, ça va très bien, merci. Alors, le petit jeu difficile ou les choix Tu as étaient... bien fait de dire le 11 des 10 dernières années, parce que strictement parlant, c'est rigoureux. Cette décennie commence en 2011, se termine en 2020. Donc, elle se terminera le 31 décembre 2020. Mais évidemment, comme tous les médias ont fait un 11 des 10 dernières années, eh bien, on va se prêter au jeu aussi. Robin, comment ça va, Robin ? Très bien, très bien. Donc, j'ai concocté un petit 11 et je suis impatient. Ça fait plaisir à tout le monde, toi, j'ai l'impression. J'ai envie de voir le 11 des deux autres chroniqueurs également pour confronter un peu tout ça. Et Antonio, bonjour Antonio. Bonjour, bonne année, meilleurs vœux à tous nos abonnés. Oui, tout à fait, mais je pense quand même qu'il y aura quand même pas mal de points communs dans les 11, me semble-t-il. Moi, personnellement, en parlant du 11, j'ai pas seulement choisi les 11 meilleurs joueurs à leur poste en fonction de leur performance individuelle et collective, mais j'ai également essayé de concocter un 11 compétitif, c'est-à-dire qui pourraient jouer ensemble. Donc j'ai privilégié des joueurs qui ont joué ensemble dans le même club. Voilà. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'on a imposé un dispositif. On était parti sur 4-4-2 ou 4-3-3. Finalement, c'est le 4-3-3 qui a été décidé et ça va nous permettre de débattre poste par poste. On va commencer par le gardien et terminer par le numéro 9 et les coachs. Okay, on va faire une petite parenthèse sur les coachs après le 11 type. Le gardien, messieurs, c'est le premier poste. Pas de surprise, je ne fais même pas le tour de table puisque vous m'avez tous donné Neuer. Manu, Neuer, c'est une évidence pour ces années 2010 à 2019. Il n'y a pas de concurrence. Il a la concurrence parce que Casillas, par exemple, a gagné beaucoup de choses entre 2010 et 2019, notamment une Coupe du Monde, un Euro et une Ligue des Champions. Au niveau du palmarès, oui, il a la concurrence, mais il a un peu révolutionné le poste, dans le sens où c'est un gardien de but qui joue très avancé. Je pense que ce qu'il a fait en Coupe du Monde 2014, c'est une des performances les plus incroyables d'un gardien en Coupe du Monde. Donc c'est là qu'il a vraiment marqué les esprits. Et puis il a été très présent également avec le Bayern, qui est comme une des équipes de la décennie. Donc je pense que Neuer, c'est un peu logique. Est-ce que vous avez pensé à notre gardien ? C'est ça un peu la question. Ou alors Neuer, ça a été le choix numéro 1, vous n'avez même pas réfléchi ? Ça balançait entre Neuer et Iker Casillas, dont le palmarès... Iker Casillas, pour aller dont le palmarès en sa défaveur, il a vite quitté le Real dans les années 2010. Après 2015, il n'était plus là. Le palmarès est très étoffé, mais on est sur une décennie, et en fait, il était entre deux décennies, Casillas. Si on avait fait l'équipe type de 2005 à 2015, on l'aurait placé, mais là, sur cette décennie-ci, même si on en pense bien, Manuel Neuer, ces 2 dernières années, avec sa grosse blessure, etc., est un peu en retrait. Il est même remis en question en Allemagne par Ter Stegen, etc., qui commence à s'imposer. Donc, mais sur cette décennie, je crois que Neuer est presque incontournable. Ouais. En plus, il ne faut pas oublier que Casillas effectivement a été cité, et c'est vrai qu'il a un très beau palmarès, mais malgré ce palmarès, n'oublions pas que en Coupe du Monde 2010, il a été assez hésitant, même s'il a été décisif en finale avec une parade sur Robben, mais durant toute la Coupe du Monde, il n'était pas très très sûr de lui. En Tour du Monde, au Coupe du Monde 2014, c'était l'apothéose de sa fin de carrière. En 2014, il a été en dessous de tout, enfin à l'image des autres également. Seul l'Euro 2012, je dirais donc, approuvé pour Casillas, qu'il était quand même encore un grand gardien. Mais je dirais, il était déjà un petit peu, sur la pente descendante assez rapidement. Et Neuer, effectivement, au niveau qualitatif, était à mon avis un ton au-dessus. Cela dit, depuis lors, je pense qu'il y a 2-3 autres gardiens qui ont dépassé Neuer. Actuellement, mais bon, voilà, je dirais donc pour la... Mais ils n'ont pas de palmarès. Mais voilà, ils n'ont pas de palmarès, et on pense évidemment à Ter Stegen, Oblak, et même peut-être Courtois, quoi. Très bien, on passe à l'arrière droit. Il y avait une photo de Neuer pour l'illustrer. Alors là, l'arrière droit, j'étais un peu surpris puisque aucune divergence non plus. Vous m'avez
tous les 3 donner l'âme. L'émission va être cool si on continue sur ce rythme-là. Non, il y aura quand même des choix différents aux autres postes. Mais l'âme, Robin, c'est l'emblématique capitaine du Bayern, de l'Allemagne, et donc on ne pouvait pas hésiter là non plus entre voilà, ça, et puis c'est un palmarès assez étoffé aussi, c'est une Coupe du Monde, c'est une victoire en C1 en 2013, 2 fois finaliste dans la décennie, c'est 6 titres d'Allemagne, c'est un palmarès très très étoffé, et puis c'est une référence, je vais dire, à son poste, très peu pris à défaut, un leader, je voyais presque personne d'autre à placer. Si, quand même, je pense que Dani Alves, quand même. Dani Alves a gagné autant que lui. Mais la Coupe du Monde fait la différence. Il n'a pas de Coupe du Monde, effectivement. Mais il a quand même gagné la Coupe américaine l'année passée, en 2019. Il a gagné 2 Ligues des Champions, Dani Alves. Même en 2009. Dans cette décennie, on a gagné. En 2009, il avait déjà gagné. Et puis au niveau contribution offensive, Daniel Alves a marqué plus. C'est qu'il a révolutionné un peu le... Et a assisté plus que Philippe Lahm. Donc là, je pense que quand tu dis qu'il n'y a pas de concurrence, on peut vraiment hésiter entre Alves et Lahm. Ce sont vraiment les 2 grands latérales droits par rapport aux autres. Moi, ce qui m'a fait pencher pour Lahm, c'est grâce à son intelligence de jeu et sa polyvalence. On pouvait le mettre arrière-gauche, arrière-droit. D'ailleurs, en Coupe du Monde 2006, il joue arrière-gauche. Guardiola l'a même placé devant la défense. Ouais, donc, c'est un joueur que Guardiola qualifie d'extrêmement intelligent, un des plus intelligents qu'il ait jamais vu. Et c'est pour cette raison-là que j'ai opté pour Lahm. Dans mon cas, c'est un petit peu une des raisons aussi. Pourquoi j'ai pas choisi Alves, c'est un peu son côté exubérant. Par rapport à Lahm qui était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus peut-être pro, même si non, Alves était pro également, mais Alves, au sommet de sa forme, était un excellent, je dirais donc flanc droit, parce que c'était plus, je dirais, offensivement que défensivement qu'il était fort. Mais donc Lahm était peut-être un poil plus sérieux de manière générale dans sa carrière, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai choisi Lahm. Je crois que si on les prend d'un point de vue technique, Alves est un peu meilleur, d'un point de vue tactique, Lahm est un peu meilleur. Mais Alves, enfin, on va pas recommencer un petit peu la carrière d'Alves ou ça, mais je dirais que entre 2010 peut-être 2015, c'était vraiment au sommet de son art, et après il a commencé à chuter, même au niveau de ses centres, ça passait beaucoup moins. Mais bon, voilà, c'est clair que je dirais, je pense que Lahm arrête toute sa carrière en 2017. Oui, donc, mais Lahm a arrêté sa carrière d'ailleurs très très tôt. D'ailleurs, on n'a jamais trop compris pourquoi il a arrêté aussitôt, et en plus sans faire de vagues ni rien. Bah, en fait, moi c'est ça que j'aime bien. Voilà, exactement, l'image de sa carrière, comme ça, de sa carrière générale, on ne parle pas beaucoup de lui. Peu dans les médias, et je pense que ça a primé évidemment donc et puis il a pris sa retraite, non pas après avoir fait 2 années où il était relégué sur le banc, où on ne croyait pas. Il allait au Qatar, des choses comme ça, quoi. Voilà, donc, non, il a stoppé sa carrière quand il était quasiment encore au sommet de son art. Il a dit ok, voilà, moi j'ai fait mon travail, hop, j'arrête. Et je trouve que voilà, c'est tout à son honneur. Et c'est un joueur que j'apprécie énormément. Sur Alves, il aurait pu encore étoffer encore plus son palmarès, qu'il a fait une finale de Ligue des Champions avec la Juve, on oublie, en 2017. Il était titulaire, et là aussi, il avait quitté le Barça, il a rejoint les Turinois, et il a failli encore la gagner. Bon, il n'a pas failli la gagner parce que justement, on lui a reproché de très mal jouer défensivement ce jour-là. Oui, mais bon, c'était ses risques aussi. Mais oui. Et il a éliminé le Barça, d'ailleurs, cette année-là. Et puis l'année d'après, au PSG, là, c'est vrai qu'ils sont éliminés un peu plus nettement par le Real. Mais bon, il a fait une grosse carrière, des gros clubs. Il a 3 Ligues des Champions et un palmarès énorme. Et puis c'est le joueur le plus titré de l'histoire du football. Ouais, en comptant les petites coupes, les super coupes, etc. et les championnats. Oui, mais il n'a pas gagné que des petites coupes. Il a tout gagné aussi, pratiquement, à part la Coupe du Monde. Ouais. On passe à l'arrière gauche. Là, ça va changer un petit peu. Manu, Antonio, Marcelo, Robin là-bas. Tiens, là-bas, Robin, pourquoi ce choix ? Mais à la base, c'est moi j'ai mon souvenir du Bayern 2012 et 2013, et notamment 2013, avec un Bayern qui a tout gagné, qui a fait le triplé historique, championnat, Coupe d'Allemagne et Ligue des Champions, avec des performances très 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 convaincantes. Et très jeune. Hein. Et très jeune. Je crois qu'il avait 19 ans quand il la gagne, ou 20 ans. Et surtout, en 2013, c'est une année où en fait le Bayern n'encaissait presque pas. Ils sont champions en Allemagne avec plus de 20 points d'avance. En demi-finale, ils sortent le Barça. C'était quand même le Barça d'une très belle époque, avec Iniesta, Xavi, Messi, même si Messi était blessé au retour et qu'il a joué à 50% au match aller. Ils font quand même un 7-0 cumulé contre Barcelone, qui n'était quand même pas une petite équipe. Donc moi voilà, j'ai vraiment ce souvenir de ce Bayern 2013, et c'est
surtout ça qui m'a fait pencher. Et puis il a quand même été, il a tout le temps été un partisan de la défense, je vais dire munichoise. Donc voilà, moi j'ai placé Alaba pour ces raisons-là. C'est quand même un palmarès, malheureusement, ce qui ne joue pas en sa faveur, et c'est pour ça que j'ai hésité de le placer. C'est qu'il est autrichien. C'est qu'il est autrichien qui n'a presque pas de carrière internationale. Ouais, ça, voilà. Il a une participation à l'Euro 2016, mais je pense voilà, que c'est ça c'est toujours le petit couac, mais en club, moi, voilà, c'est vraiment un joueur que j'avais envie de mettre en avant. Mais honnêtement, c'est sur le flanc gauche, forcément, donc sur le flanc droit, on pouvait hésiter entre Lam et Alves. Ici, sur le flanc gauche, honnêtement, j'ai pas trop hésité, même si c'est vrai qu'Alaba est un excellent joueur, évidemment, mais le fait qu'effectivement qu'il n'ait pas de carrière internationale, pour moi, ça a fait pencher la balance. Alors, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Marcelo. Mais en plus, Marcelo a quand même 4 Ligues des Champions, quoi. Donc, pour Marcelo avec le Brésil, voilà, c'est pas non plus. C'est vrai que il est victime du 7-1. Marcelo. Mais moi, je te rejoins sur ce point-là. En fait, j'ai beaucoup hésité avec Marcelo. Pourquoi ? Parce que Marcelo est le joueur qui a révolutionné un peu ce poste de latéral. C'est un peu l'Alves du flanc gauche, je veux dire, niveau offensif. C'est un peu lui, voilà, qui a mis en avant ses montées, cet apport offensif, etc., etc. Cette technique bien plus développée. En fait, ce ne sont pas des arrières sur le flanc, voilà. Clairement. Mais en même temps, après, j'ai un peu regardé le palmarès de Marcelo. Ok, il a 4C1, ok, il a un palmarès très étoffé. Mais, par exemple, Marcelo n'a jamais été dans le top 10 du Ballon d'Or. Et donc, un peu à la bas non plus. À la bas non plus, forcément. Mais moi, je me suis un peu questionné sur les qualités défensives de Marcelo. Un peu la même chose que Dani Alves. Mais il a beaucoup de défauts défensivement. Voilà, et moi, pour moi, un latéral, son premier rapport, ça doit être de défendre correctement et d'être très fort défensivement. Et c'est pour cette raison que j'ai placé Lam et Alaba, qui sont, je trouve, meilleurs défenseurs, même si le rapport offensif est un peu moins important, mais je privilégie l'apport défensif à l'apport offensif. C'est vrai que Marcelo, défensivement, depuis 1 an et demi, c'est le néant. Je le vois même plus. Non, il y a un joueur qu'on n'a pas cité et qui aurait pu également faire partie de son style, c'est Jordi Alba. Alba, il arrive un peu tard dans la décennie. Je trouve qu'il est arrivé un petit peu tard. Mais il arrive quand même au Barça en 2012. Ouais. Donc il a quand même... Non, 2012-2013. Première saison de Jordi Alba. Oui, donc en 2012. Ouais. Il est quand même champion d'Europe en 2012. Il est champion d'Europe avec l'Espagne en 2012. Et il était Valencian à ce moment-là. Oui, et il gagne la Ligue des Champions en 2015. Et puis maintenant, depuis le départ d'Alves, le jeu du Barça penche, le jeu offensif du Barça penche très nettement sur le côté gauche. Et on connaît la connexion Alba-Messi. Maintenant, ce que j'aime chez Alaba, c'est sa polyvalence. Il peut également jouer comme arrière central. Donc c'est pourquoi j'ai hésité entre ces trois. C'était vraiment les trois grands arrière latéraux gauche de la décennie. Mais je pense que d'un point de vue technique et qualité pure, Marcelo quand même est tout dessus des deux autres. Et puis les 4 Ligues des Champions quand même pèsent très lourd dans la balance. Ouais, et sa saison 2017 est incroyable. Où il gagne Liga et C1, c'est un peu aussi grâce à Marcelo. Il y a Ronaldo, mais il y a aussi Marcelo. On se souvient de sa prestation contre le Bayern en Ligue des Champions. Et puis, d'un point de vue statistique, de ces trois-là, entre Marcelo, Alba et Alaba, Marcelo, c'est celui qui marque le plus et qui assiste le plus. Ouais. Je pense qu'il a autour de 42 buts et plus de 90 passes décisives. C'est déjà pas mal pour une carrière d'arrière gauche. Ouais, c'est énorme. Les défenseurs centraux, 2 points communs, Manu Antonio, Ramos Piqué, on y viendra après. Et Van Dijk, Varane, Robin. Pourquoi déjà ces deux-là, plutôt pourquoi déjà Van Dijk ? Mais déjà, Van Dijk, c'est un choix très particulier parce que son palmarès... Il a signé à Liverpool en janvier 2018. Voilà, c'est ça, son palmarès est presque nul, c'est-à-dire en équipe nationale, la Hollande n'était même plus qualifiée pour les grands tournois récemment. Et surtout, il a débarqué à Liverpool assez récemment, il a fait une finale et il a gagné une C1 et il n'a pas encore gagné de championnat, même si là il est très bien parti. Donc son palmarès n'est pas énorme. Mais moi, il m'a marqué ces dernières années et j'avais envie de le placer parce que je trouve que ça a été le défenseur le plus solide sur une saison dans ces 10 dernières années. Même, je trouve que Ramos, au sommet de son art, n'a pas été aussi solide sur une saison entière que l'a été Van Dijk. Et donc, j'avais envie de le placer. Il a quand même fait 2e du Ballon d'Or à 7 points de Messi. Jamais personne ne s'était rapproché autant. Pour un défenseur, voilà. Moi, pour moi, il a marqué ces 2 dernières années, même s'il n'a pas un palmarès énorme, etc. Mais je me devais de le placer. Et puis Varane, parce que Varane, c'était la valeur sûre. Un joueur qui fait pas de vagues non plus, qui est plutôt dans l'ombre de Ramos, mais qui
qui fait toujours son boulot. Et puis, je vais dire son apport avec l'équipe nationale française. C'est une finale d'Euro, une Coupe du Monde gagnée, c'est 4 C1. C'est quand même un palmarès plus que énorme. Et il est peu pris en défaut en défense centrale. Donc, voilà, j'ai choisi une paire défensive qui est peut-être particulière, jeune, mais j'avais envie de les mettre en avant. Van Dijk a quand même 28 ans. Non, mais ils n'ont pas 30 ans les deux, hein, tandis que les deux autres c'est des trentenaires. Oui, Robin, tu citais le palmarès de Varane, je peux citer le palmarès de Ramos aussi. Non mais tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord. d'accord. Du palmarès, je comprends pas pourquoi on met Varane devant Ramos. Ça c'est déjà une chose. Deuxièmement, au niveau pour moi décisif, entre Varane et Ramos, il y a pas photo. Hein, franchement. En termes de buts marqués, en termes de... Ok, oui, tu penses peut-être... À mon avis, parce que tu n'aimes pas Ramos, c'est possible que tu n'aimes pas du tout. Non, et donc, faire le choix de Ramos... C'est pas que j'aime pas Ramos, c'est que, ok, on peut dire que Ramos est très décisif, mais Ramos, c'est énormément de cartons rouges, par exemple. Donc, pour un défenseur central, prendre une carte rouge, c'est assez problématique. Parce que Varane prend nettement moins souvent. Donc voilà, il y avait un peu tout ça à mettre dans la balance. Est-ce que quand tu fais le bilan d'une carrière, le carton rouge, c'est un élément prépondérant, décisif sur la carrière? Moi, je pense pas. C'est vrai que c'est pas un plus par rapport à la carrière de Ramos, mais je pense que ce qu'on met en avant, c'est le leadership, c'est le palmarès, ce sont les titres, c'est le fait d'être décisif en finale, comme il a été 2 fois. Moi, sincèrement, Ramos, sur les 10 dernières années, il est incontournable. Et je ne comprends pas comment on peut ne pas le mettre. En fait, c'est pas possible. Et Piqué alors pour rebondir évidemment sur ce débat qui est forcément intéressant, disons que Van Dijk, moi je ne l'ai pas mis, pourquoi? Même si actuellement c'est de loin le meilleur défenseur central au monde, parce que justement c'est trop récent, c'est la seule explication. Pour mettre Van Dijk, alors j'aurais pu mettre également Robertson au flanc gauche, qui depuis 2 ans est excellent également. Donc voilà, mais c'est trop peu encore pour moi, malheureusement. On fait l'émission dans 1 an, peut-être s'il la gagne une deuxième fois, peut-être qu'il pourrait y être. Ouais. Mais bon, on a fait une émission sur les 10 dernières années, alors donc moi j'essaie de privilégier quand même des joueurs qui ont marqué pendant au moins 4-5 ans, et ce qui est le cas de Ramos et forcément Piqué, qui Piqué a l'air de rien depuis 2010 et quand même chaque année, je dirais donc présent, et il a encore en 2019. C'est au début des années 2010 qu'il a vraiment été brillant, où là on le considérait aussi comme quasiment le meilleur défenseur. Puis Ramos a pris la paire Ramos-Piqué a été championne du monde, championne d'Europe 2 ans après. Parce que Puyol-Piqué-Ramos. N'oublions pas qu'effectivement, Coupe du Monde 2010 il y avait Puyol-Piqué qui jouait, mais Ramos était sur le flanc droit également. Ça, ne l'oublions pas. Mais voilà, donc vu donc le nombre de saisons où Piqué et Ramos ont brillé, enfin, m'a paru prépondérant pour les citer en tant que défenseur central en tout cas. Maintenant, pour faire le lien, la comparaison entre Varane et Ramos, il faut pas oublier que Varane, c'est vrai que joue la finale de la Ligue des Champions en 2014, mais c'est pas lui du tout le titulaire. Pepe titulaire, il ne joue pas parce qu'il est blessé. Donc Varane joue simplement parce que Pepe n'est pas là. En 2016, c'est Pepe qui est titulaire et Varane n'est pas titulaire. Ce n'est qu'à partir de 2017 qu'il fait partie de la défense centrale du Real avec Ramos. Donc je pense que le leader de la défense centrale du Real, c'est Ramos. Ouais, mais même Robin l'a dit, en plus, dans ton analyse, Varane un peu dans l'ombre de Ramos. Oui, donc, en termes de leadership, moi je parle en termes de leadership, ok. Ouais. Je vais dire, Ramos a ça en lui, ce leader, voilà. C'est un peu le capitaine emblématique du Real, etc., etc. Mais moi je trouve que quelqu'un qu'il fallait quand même mettre en avant, qui est toujours un peu dans son ombre, mais pas d'un point de vue du talent, etc. Mais Varane est là, Varane fait son boulot, que ce soit en équipe de France, que ce soit au Real Madrid. Je trouvais qu'il fallait également le mettre en avant. Alors bien sûr, j'aurais très bien pu placer la défense Piqué-Ramos, qui était peut-être, oui, la plus performante en termes de palmarès, etc. Mais j'avais envie également de placer certains joueurs. Et comme Manu l'a dit, effectivement, Ramos a, en plus de son apport défensif, il a un apport offensif qui est énorme. On pense de ce but en finale de Ligue des Champions en dernière minute contre l'Atlético, etc., etc. C'est vrai qu'il a marqué à de nombreuses reprises. Ouais, c'est ça. Mais voilà, j'avais envie de placer Varane, qui je trouve est un joueur qui fait pas de vagues, mais qui fait son boulot. La preuve en est sa finale à l'Euro, cette victoire en Coupe du Monde. Il a quand même. À l'Euro, il n'était pas là, à l'Euro 2016.
À la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. À l'Euro 2016, il n'était pas là. Hein. Il s'est blessé Ouais, un c'est peu pas avant. Effectivement, À la Coupe du Monde à la Coupe du 2018. Monde de 2018, où il fait également un top 5 Ballon d'Or, si je me rappelle bien. Donc, 6e ou 7e, je pense. qu'il a fait. 7e, il est. 7e, voilà, c'est ça. Donc un top Un 10 peu Ballon injuste, d'Or, d'ailleurs, voilà, aussi. un peu injuste, voilà, c'est ça. Mais voilà, j'avais envie de mettre Varane en avant, donc pour ce top défenseur de la décennie, dans la paire défensive. Et donc, il a son âge, je crois qu'il a 25-26 ans. Maintenant, il a déjà 4 Ligues des Champions. Donc, Ouais, je crois qu'il a encore il peut pas aller mal chercher d'années un devant score, lui. hein, Il ouais. peut encore aller chercher quelques titres. le poste suivant, c'est le milieu défensif, avec 2 points communs, encore une fois, entre Manu et Antonio Busquets. Et Schweinsteiger pour Robin, avec son Bayern 2013, encore une fois. Oui, que ça soit. Ouais. Mais en fait, j'avais envie de placer Schweinsteiger aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a. En fait, dans cette décennie, il y a eu 2 pays qui ont été, je pense, mis en avant. En début de décennie, l'Allemagne. Que ça soit Non, l'Espagne, avec. plutôt l'Espagne. Ouais, mais attends, je m'explique. Ouais. En début de décennie, 2012, 2013, 2014, on a le Bayern qui est très performant. Mhm. Et ensuite, la Mannschaft qui gagne la Coupe du Monde 2014. 2014. Ouais. Avec un Schweinsteiger très très performant dans le milieu, c'est pas le seul, mais il était présent. Et puis on a eu également le gros moment, je vais dire, de l'Espagne, avec leur génération dorée, Xavi, Iniesta, etc., etc. La suprématie de Barcelone, la suprématie du Real. Donc il y avait vraiment ces 2 tendances. Et j'avais envie de faire le petit clin d'œil, comme j'ai fait le clin d'œil à Lahm, j'ai envie de faire ce petit clin d'œil à Schweinsteiger, qui est un joueur très emblématique du Bayern et qui après est venu nous faire un petit clin d'œil à Manchester United. C'est aussi ça que je voulais souligner. Même s'il n'a pas été extrêmement performant, mais voilà. Schweinsteiger, c'est le milieu type allemand, très, très, très rude, ouais, avec une bonne qualité de frappe. Et etc. avant, il jouait flanc au début de sa Ouais, carrière. ouais, tout à fait. C'était un flanc au Bayern, il jouait à gauche, etc. Ouais, il avait une grosse frappe aussi. Hein, donc, ouais. Tout à fait. C'est vrai Donc, que Schweinsteiger, c'était quand même un des hommes importants du début de la décennie, je dirais. Mais il est parti assez rapidement. Et je pense que sur l'ensemble de la décennie, d'autres numéros 6 ont été quand même plus en vue, ont un meilleur palmarès. Moi, je pense qu'on peut visiter entre 4 personnes, entre 4 numéros 6. Récemment, Kanté, qui a quand même la Coupe du Monde. Malheureusement, en Ligue des Champions, il n'a rien accompli d'intéressant, de marquant. Et puis, Busquets, Xabi Alonso et Casemiro. Pour moi, c'était vraiment les trois numéros 6 les plus marquants de la décennie. Moi, j'ai opté pour Busquets simplement parce que pour moi, au milieu de terrain, Iniesta est incontournable. Et donc, j'ai voulu l'associer avec un joueur avec lequel il a joué, donc c'est-à-dire Busquets. Mais au niveau du palmarès, ce que Casemiro a fait et l'importance qu'il a eue dans les succès du Real en Ligue des Champions fait qu'on aurait pu hésiter entre les deux. Et puis Xabi Alonso, n'oublions pas qu'il a gagné la Ligue des Champions avec 2 clubs différents, avec Liverpool en 2005, même si c'était la décennie précédente, avec le Real en 2014, même s'il n'était pas là lors de leur finale, mais c'est quand même un très grand numéro 6, Champion également du monde, champion champion du d'Europe. monde et champion d'Europe. Ah, s'il l'avait gagné avec le Bayern, je crois que Il ça aurait avait, pu. il avait partie aussi du très grand Bayern, Ouais, parce que j'allais faut dire. oublier que le Bayern en 2013, comme tu dis, était très performant, mais également avec Guardiola, il leur a manqué un petit quelque chose pour arriver au bout. Et Xabi Alonso était quand même une figure de proue. S'il l'avait gagné avec le Bayern, peut-être que le débat aurait été plus équilibré qu'il ne l'est avec Busquets Casemiro, qui me paraissent un peu au-dessus. Moi, j'ai choisi Busquets parce que ça a quand même été le premier milieu relayeur à avoir aussi une touche de génie, parce que surtout au début de sa carrière, rappelons-nous ces déviations, ces feintes de corps, ces passes. Voilà, donc je trouvais que c'était la première fois qu'on voyait ce genre de... Alors, en termes d'intelligence de jeu, Oui, je crois exactement. qu'il est, Donc, en fait, il savait très bien ce qu'il devait faire avant de recevoir la balle. Et je trouve qu'à ce niveau-là, il a marqué réellement. Il y a eu vraiment un avant et un après Busquets. Et je trouve qu'il a marqué à ce niveau-là ce poste. C'est pour ça que pour moi, il était incontournable. Effectivement. Et puis, il fait partie de ce milieu de terrain mythique qui a tout gagné. Ouais. Busquets, Xavi, Iniesta. Ils ont vraiment tout gagné. Les trois étaient un petit peu associés. Et les trois sont presque indissociable, je dirais. Raison pour laquelle, je tue le suspense, voilà, j'ai choisi ces trois-là pour le milieu de terrain. Les milieux relayeurs plus offensifs, les voici. Donc, le point commun entre vous trois, c'est Iniesta. Mais il y a une différence avec Antonio. Donc, Robin et Magnon choisit Xavi pour accompagner Iniesta. Et toi, Modric. Mais en fait, j'ai choisi Modric parce que, d'abord, on devait faire un 4-3-3. Si on avait fait un 4-4-2, j'aurais mis forcément Xavi en plus, ça c'est clair. Et un attaquant en moins. Et un attaquant en moins. Bon, alors j'ai choisi Modric.
voilà, ça se joue vraiment sur pas grand-chose. Et c'est vrai que, moi je suis d'accord, pour moi Xavi et Iniesta sont associés clairement, et Busquets également. Pourquoi j'ai mis Modric? Ben parce que justement Xavi, je pense que Xavi a surtout brillé entre les deux. C'est-à-dire donc de 2006 à 2010 et de 2010 à 2013. Après, il s'est un petit peu éteint. Bon, même si entre 2010 et 2013, Xavi a encore été exceptionnel. N'oublions pas la Coupe du Monde. La finale 2011, où pour moi le Barça là, a atteint une performance, je dirais, unique contre Manchester United. Même si le score de 3-1 était un petit peu, ne paraît pas comme ça, mais il y avait une grosse différence entre les deux. Là, c'était le sommet, pour moi, de l'époque Xavi, quoi. Xavi, Iniesta, Busquets, là, ils étaient vraiment... Donc, il gagne l'Euro. Et puis, il gagne encore l'Euro. Xavi a 32 ans, mais encore... et lors de cette finale contre l'Italie exceptionnelle de l'Espagne. Donc, mais attention, hein, lors de cet Euro, cette finale cache un petit peu les problèmes que Xavi avait déjà dans les matchs précédents. Oui. Même lui-même a dit qu'il avait du mal à trouver sa place dans ouais, mais Xavi avec l'Espagne, c'est le débat, il jouait tellement haut, il jouait quasiment en 10, Xavi. Il y avait 2-6, Busquets, Alonso, et du coup, il savait plus où se mettre, il jouait très très haut. C'est un débat super intéressant. Ouais. Mais lui-même a reconnu que lors de cet Euro, il avait du mal à trouver sa place, et heureusement que, bon, au final, tout s'est bien passé pour lui. Les circonstances étaient aussi favorables à l'Espagne, au final. Bien sûr. Mais du coup, j'ai pas mis Xavi pour mettre en évidence Modric, parce que Modric, c'est quand même un talent exceptionnel. À Tottenham, c'était quand même, je dirais, donc le leader avec Bale à un moment. Donc, ouais, mais dans le milieu, c'était exactement. Et puis, donc, il va au Real, 4 Ligues des Champions, finale avec la Croatie. Ballon d'or. Ouais. Mais, je dirais, Modric serait, je dirais donc catalan ou il jouerait à Barcelone, mais honnêtement, je dirais, on verra pas la différence avec Xavi, je pense, quoi. Donc, parce que ils sont un petit peu différents, je pense. Évidemment, que mais bon, il a tellement... est un peu meilleur, il a plus le sens de la passe. Modric a une très bonne passe. Meilleure vision de jeu, même, sauf Modric sur la passe de l'extérieur du pied un peu meilleur peut-être. C'est la spécialité. Puis même la différence, c'est de la au niveau finition de la protection et la finition plutôt. Modric, il frappe quand même au 20 mètres. Ils sont rarement en position de frappe, j'ai envie de dire, mais quand Modric l'est, voilà, Manchester United s'en souvient aussi, cette frappe. Disons que Modric est plus infiltreur et Xavi est plus passeur. Maintenant, sur l'ensemble de la carrière, je pense que si on prend la carrière entière des deux, Xavi est un peu meilleur. Mais sur la décennie, peut-être que Modric est un peu meilleur que Xavi. Et vous savez qui j'ai hésité de placer à côté d'Iniesta. À côté d'Iniesta. Dans cette décennie. À côté d'Iniesta, alors. Oui, à côté d'Iniesta. Wesley Sneijder. Ouais, mais j'y ai pensé, et puis bon voilà. Et puis je me suis dit, j'ai quand même placé quelques petites surprises. S'il avait été champion en 2014. Mais Wesley Sneijder est aussi un joueur qu'on aurait pu mettre dans une liste un peu plus élargie. Une liste bis, quoi. S'il avait été champion en 2014, je crois qu'il y aurait peut-être eu un petit débat, mais là, malheureusement, Sneijder, après 2014, c'est ce qu'il a fait finalement. Voilà, c'est un peu éteint, un peu garé dans sa carrière. Et son point d'or, c'était l'année 2010, mais il ne l'a pas conclu. Voilà, c'est ça. L'autre joueur incontestable, donc c'est Iniesta. Là, il n'y a pas débat, même s'il part du Barça en 2018 pour aller au Japon. Là, je crois que c'est le joueur qui reviendrait qui est revenu aussi dans tous les médias, Manu. Iniesta, moi, si on retire Messi et Ronaldo, pour moi, c'est le troisième meilleur joueur de la décennie. D'un point de vue technique, il a une technique phénoménale. Même si en 2009 et 2008, il était déjà là. Donc là, de la décennie précédente, j'ai envie de dire, avec l'Euro 2008 et le triplé en 2009. Donc là, on retire pour le jeu, on a retiré ça en plus. Et malgré ça, il a encore une influence incroyable. Jusqu'à 2015. Jusqu'en 2015, 2016, il était impressionnant. Et puis, c'est un magicien du foot aussi. On vient en stade pour voir ce genre de joueur. Donc, c'est vraiment un joueur unique qui, pour moi, a marqué tous les esprits. Il est tellement beau à avoir joué. Et puis, tu parlais de la mentalité. Sa mentalité est exemplaire, hein, franchement. Il fait l'unanimité il faisait l'unanimité dans tous les stades en Espagne. Donc... et puis c'est une qualité, de dribble, une qualité de passe, une vista pas possible. Iniesta, c'est vraiment. Non, mais il disait qu'il faisait l'unanimité dans tous les stades, mais à Bilbao, il a réussi à se faire siffler. Est-ce qu'il a fait exclure un adversaire ou quoi? C'est des Basques. C'est assez marrant quand même. Non, effectivement, je pense qu'il n'y a rien à dire sur un joueur comme ça exceptionnel. Et donc, pour moi, comme Iniesta est incontournable, je pense, pour tout le monde, je voulais faire un milieu de terrain vraiment compétitif. Et c'est vrai que ce milieu de terrain-là, quand même, est peut-être ce qui se fait de mieux dans l'histoire du foot. Au niveau des
complémentarité, etc. T'as pas voulu insérer un Modric ou un Casemiro ou un Schweinsteiger Moi, je pense qu'en casser fait, pour les milieux de terrain, soit on choisissait Busquets, Xavi, Iniesta, soit Casemiro, Kroos, Modric. Parce qu'on n'a pas parlé de Kroos. Kroos fait quand même 4 finales de Ligue des Champions. L'air de rien. Il joue pas celle avec le Bayern en 2013. Il ne joue pas celle avec, mais avec le Bayern, mais il joue avec celle de 2012 qui perd contre Chelsea. Il est champion du monde en plus. Il est champion du monde, il a un palmarès absolument incroyable. Donc je ne comprends pas comment on ne l'est pas cité. Mais je crois que du côté gauche du terrain, il y a Iniesta qui, je pense, a un peu le dessus. Mais pourquoi on ne le cite pas? Parce que forcément, donc... je pense que des Xavi, Iniesta sont encore plus décisifs dans le jeu que Kroos, même s'il l'est évidemment. Quoi. Donc, mais la responsabilité dans le succès est peut-être plus importante encore chez Xavi, Iniesta que Kroos, je pense. Et malgré sa Coupe du Monde, Kroos 2014, il marque des buts en plus en Coupe du Monde 2014. Non, pour moi, on peut vraiment hésiter, mais Kroos, c'est tellement fort au milieu de terrain. Enfin, il y a 3 milieux. Au milieu de terrain, c'est vrai que... Puis Kroos, il est victime de 3 joueurs exceptionnels au milieu de terrain, tout simplement. Quoi. Donc, sinon, Kroos, effectivement, on retire Xavi, Iniesta, Kroos à sa place largement. Parce que Kroos a bien réussi dans 2 grands clubs. On peut dire les 3 grands clubs de la décennie, c'est le Bayern, le Real et Barcelone. Il a réussi avec le Bayern et il a réussi également avec le Real. Et ça, évidemment, c'est pas donné à tout le monde. Pour revenir sur le duo Iniesta-Xavi, ils ont quand même eu un gros passage à vide en 2013, en demi-finale, où le Bayern fait un 7-0. Et en Coupe du Monde 2014 aussi. Contre Barcelone. Et c'était le Barcelone de Xavi, Iniesta, Messi qui a joué à 50% au premier match et est blessé au match retour. Mais voilà, ça c'était quand même là une prestation du Bayern qu'il faut quand même souligner. Ça a quand même marqué aussi cette décennie. Et après, voilà, ils sont totalement incontournables dans leur réalisation, surtout Iniesta et Xavi. Voilà. Alors, grosse surprise, pour les ailes, vous avez choisi Ronaldo et Messi. On va pas trop s'éterniser. En fait, ils ont les meilleurs stats. On aurait pu dire, si ok, on fait un 11 sans eux, parce que eux, c'est sûr qu'ils vont être placés. Et si on pouvait imaginer... Par rapport à eux, j'ai quand même une petite remarque. C'est vrai que souvent, quand on parle des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, je pense que Messi, tout le monde le met, on hésite pour Cristiano Ronaldo. Mais ce qu'ils ont fait durant cette décennie au niveau des buts marqués, personne ne l'avait jamais fait dans l'histoire du foot. Même pas Pelé, même pas Puskas, même pas Romario. Le nombre de buts qu'ils ont marqués durant 10 ans, entre 2009 et 2019, personne ne l'avait jamais fait. Et Ronaldo est meilleur buteur de la Ligue des Champions, de toute façon. Oui, je dis qu'on hésite, mais quand on voit le classement, c'est bon, Ronaldo est dedans. Oui, non, mais au niveau de la décennie, oui, je parle en termes de global. De talent, etc. De talent, etc. Ouais, mais bon, c'est un autre talent. Donc, en fait, on est face à 2 joueurs exceptionnels. Et en termes de buts marqués, le joueur qui se rapproche le plus de ce que ces deux-là ont fait, Gerd Müller, c'est Gerd Müller, entre 64 et 76, il met 501 buts. Mais c'est encore moins que Messi qui en met 597 et Ronaldo qui en met 567. Et c'est une autre époque. Et c'est une autre époque aussi. Et Müller est un pur neuf en plus. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que ce que ces 2 joueurs ont réalisé au cours de la décennie, c'est hallucinant. C'est, on peut dire que c'est le Federer Nadal du foot. Voilà, c'est un peu ça. Et ce serait irréalisable d'ailleurs par la suite. Ça va rester des références. Dans 30 ans, on en parlera encore. Allez, si on faisait une liste bis sur les ailes, donc sans eux. C'est pas un troisième ? Oui, mais il y a encore l'attaquant et le coach. Robben, on peut se dire. Robben, Ribéry pour le Bayern 2013. Bien sûr. Neymar, je pense. Neymar, alors, il a dans marqué France les Football, esprits. Neymar y est. Oui, mais là, il y a quand même un goût d'incomplet, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas possible. C'est ça, en fait. C'est Neymar, Ronaldo, Messi chez France Football. Peut-être que oui, en qualité technique, etc. Peut-être que oui, c'est peut-être le joueur derrière Iniesta et Ronaldo, mais on attend qu'ils confirment, quoi. Il y a un moment, on peut pas se baser que sur un transfert à 222 millions et sur des qualités possibles, etc. Mais ce qui me gêne avec Neymar, en fait, c'est qu'on est obligé de le mettre sur le flanc gauche, donc on est obligé de déplacer Ronaldo en numéro 9, et c'est pas son véritable poste. Donc moi, j'ai voulu placer les joueurs... C'est pas ça qu'il a révélé, Ronaldo, c'est pas le numéro 9. Effectivement. Donc moi, j'ai voulu placer les joueurs au poste où ils ont vraiment performé. Les Robben, Ribéry pour une liste bis, ça me paraît logique. Ouais, complètement. Donc, même s'ils n'ont pas gagné que leur équipe nationale, malheureusement. Non, mais bon. Robben était tout près quand même. Robben a fait une finale de Coupe du Monde. C'est lui qui a eu l'occasion de la mettre. Tout à fait, exactement. Non, mais voilà, mais c'est parce qu'un petit peu comme Bayern, Robben et Ribéry ont gagné peu. C'est après Real et Barça. Parce que justement, à la même époque que Real Barça, qui leur a empêché de gagner autant, alors que sans ce Barça et sans ce Real,
même sans l'Atlético. Donc, ils auraient pu gagner encore un peu plus, évidemment. Quoi. Donc, non, je pense qu'effectivement, dans la liste bis, honnêtement, ils y seraient. Quoi. Les numéros 9, là il y aura débat puisque Benzema revient pour Antonio et Manu et tu as voulu mettre en évidence, Robin, un numéro 9 atypique, Thomas Müller. Voilà, c'est ça. Et encore qui peut être discutable au numéro 9, Müller, parce qu'il n'a pas toujours été placé à ce poste-là, c'est pas vraiment un pur 9 non plus, mais j'ai envie de mettre en évidence ce joueur un peu atypique, et surtout en fait un joueur qui a marqué, qui marque encore actuellement l'histoire de la Coupe du Monde, parce qu'il est il est meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, et ça c'est quand même pas rien, c'est quand même non, il est deuxième meilleur buteur, c'est Klose le meilleur buteur. Non, il a passé Klose lors de la dernière Coupe du Monde. Non, il n'a pas marqué, c'est Klose. En 2014, Müller ne passe pas Klose. Non, c'est justement c'est Klose. Klose qui met le but, effectivement. Et Müller est en passe de Désolé, voilà, c'est ça. Ouais, et voilà. Sorry, c'est petite erreur de ma part. C'est Mais grave, voilà, et Müller qui est un joueur très atypique en fait. Ce serait plutôt un joueur qu'on verrait dans les années 80, dans son style de jeu, etc., mais qui a été très très performant dans cette décennie, que ce soit avec le Bayern ou que ce soit avec l'équipe nationale allemande, souvent décisive avec l'équipe nationale allemande. J'avais envie de mettre en évidence ce joueur-là aussi. Messieurs, Benzema, ça se discute ou pas? Je dirais que au niveau du palmarès, ça se discute pas réellement, et même au niveau de ses prestations, ça fait quand même 10 ans qu'il est au sommet de sa. Ah, c'est le numéro 9 du Real depuis 10 ans. Exactement. D'ailleurs, on a déjà parlé de Benzema ici dans l'émission. Toujours titulaire, malgré la concurrence. Franchement, un palmarès avec 4 Ligues des Champions. Malheureusement, en équipe de France, forcément, il a arrêté trop tôt. Enfin, on l'a fait arrêter écarté trop tôt. peut-être trop tôt. Je dirais que Lewandowski aurait pu le concurrencer. Alors, au niveau des stats, c'est Lewandowski. Parce que c'est un numéro 9. Voilà, je dirais donc en 9 pur, c'est peut-être le meilleur numéro 9 du monde, c'est Lewandowski. Mais bon, Benzema a une qualité aussi de remise qui est inégalable. Voilà, donc vu le palmarès, j'ai choisi Benzema. Mais ce qui joue en faveur de Benzema, c'est ses problèmes avec l'équipe de France. Donc il n'a pas de palmarès international avec son équipe nationale. Et puis c'est aussi le fait que lors des 4 finales de Ligue des Champions, il n'a pas vraiment brillé. Donc en 2014, je me souviens, il jouait pratiquement à 50%, donc il est même sorti avant la fin du match. En 2016, pareil, il n'a pas été bon. En 2017, on l'a peu vu, c'est surtout Ronaldo qu'on a vu. Et en 2018, c'est vrai qu'il met ce but avec la bourde de Karius. Il était bon, mais bon, il n'a pas vraiment brillé lors de la finale. Maintenant, moi, j'ai voulu faire un 11 compétitif. En termes de buteur, je pense qu'on a ce qu'il faut avec Messi et Ronaldo. Si on met Messi et Ronaldo ensemble, ça fait, sur la décennie, plus de 1100 buts. C'est 400 buts en plus que Lewandowski Suarez. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin, avec Messi et Ronaldo, d'un pur 9 buteur. Raison pour laquelle j'opte pour Benzema, qui est le numéro 9 le plus complet de la décennie. Non seulement qui marque, parce que c'est quand même un bon buteur, il n'a pas des stats comme Lewandowski ou Suarez, mais il a des stats à la hauteur de grands numéros 9, comme Ronaldo le Brésilien, comme Shevchenko, comme Van Basten. Donc il est vraiment, à ce stade-là. Maintenant, pour faire jouer les autres, c'est un peu comme Firmino à Liverpool. Liverpool n'a pas besoin d'un pur numéro 9 pour être très fort, pour être les meilleurs. Ils ont un joueur qui fait surtout jouer. Ça, le club le dit, c'est le connecteur de notre attaque. Et Benzema, il est ce numéro 9. Et puis, dos au but, il est exceptionnel. Il est même au-dessus de tous les autres 9. Raison pour laquelle, en talent pur, pour moi, c'est le meilleur numéro 9 de la décennie. Très bien. En fait, c'est pas vraiment un 9 finalement, parce que le 9, on se met à sa place, je dirais, donc théorique. Mais c'est pas un homme de surface, voilà, c'est pas un homme de surface comme on l'entendait. Moi aussi, j'ai voulu le dégager pour ça, parce que voilà, donc je préfère aussi des joueurs un peu plus complets aussi que des 9 purs. Quoi. Suarez, donc c'est peut-être celui qu'on a moins cité. Est-ce qu'il est mentionnable, j'ai envie de dire? Je pense qu'il l'est, parce que c'est partie de la MSN. Bon, il a commencé à gagner qu'à partir de 2015 en allant au Barça. Malheureusement, il y a ce fameux titre perdu avec Liverpool. Là, s'il l'avait gagné. Mais il gagne la Coupe américaine en 2011 avec l'Uruguay. Et Suarez, Forlan, Cavani. Donc voilà. Oui, c'est vrai qu'avec Liverpool, il avait fait une grosse saison en 32 buts, 2014. 32 buts ou 31, je sais plus. Voilà, c'est ça. En marquant des buts incroyables. Voilà, c'est ça. Et franchement, là, cette année-là, je crois qu'il était peut-être même au sommet de son art. C'était le Real le voulait, l'a toujours voulu, et finalement, il est passé entre. En 2016 aussi, il fait une saison exceptionnelle. 40 buts en Liga. Ouais. Enfin, quand on parle de buts incroyables, Suarez, c'est synonyme, parce qu'en fait, non seulement en 2014, mais
encore Récemment. même cette année-ci, alors qu'il est vraiment sur la pente descendante, ils sont Il est encore des encore buts capable. que lui seul sait mettre. Ouais, Donc voilà, oui, il est mentionnable, oui, je pense qu'il est mentionnable. Et pourquoi pas Zlatan Ibrahimovic? Là, malheureusement, Ligue des Champions absente, Ouais. on ne le mentionne pas, quoi. Moi, je crois, en numéro 9, je pense que les trois grands numéros, peut-être les quatre grands numéros 9, c'est Lewandowski, Suarez, Benzema et Agüero aussi, qui est Ah, ouais, Mais- en première il ligue, manque mais il manque surtout Une référence européenne. Une référence en Ligue des Champions. Ouais, tout à fait. Pour terminer, il reste, on va faire encore 5 minutes. J'ai mis une liste d'entraîneurs, peut-être débattre autour d'eux s'ils le méritent ou pas d'être sur le banc de ce 11. Donc, Guardiola, Klopp me paraissent incontournables. Zidane et Nkus. Alors, lequel vous choisissez? Peut-être dans l'ordre, Manu. Sauf si t'as un 5e qui sort, mais je ne sais pas d'où. Donc, Non, parmi les entraîneurs décennies, on doit citer Simeone, quand même, qui a fait ce qui a complet avec l'Atlético, c'est quand même remarquable. mais ils ont tous gagné la Ligue des Champions. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit. Entre gagner la Ligue des Champions et ne pas la gagner, parfois ça Ouais. tient à rien. Moi, j'opterais quand même finalement pour Klopp. Parce que pour... Donc, on sait bien que dynamiser le plus l'équipe. titré, c'est Guardiola. Les titres nationaux. En tant que tacticien, dogmaticien, c'est vrai que Guardiola est au-dessus des autres. Je pense qu'il est meilleur tactiquement que Klopp, mais en termes de charisme, pour motiver les troupes, Et donc, voilà. Klopp a aussi J'aime remporté la 2 mentalité de Klopp. Bundesliga début des années 2010. Ça, il faut pas l'oublier. Et C'est une pas fi- qu'à et Liverpool. une finale en Une finale 2013. perdue en Il 2013. était performant avec deux Klopp, avec moins de moyens que Guardiola, ça il Ouais, faut le tout à reconnaître fait. aussi. Donc moi, j'opterais pour Klopp. Et Robin. Mais moi, dans ces quatre-là, bien sûr, actuellement, voilà, comme Ouais. Manu, je vais rejoindre Manu sur Klopp, parce que qu'est-ce qui fait la force de Klopp? C'est un Liverpool qui est tactiquement, ils sont placés à la perfection. Il n'y a pas de déséquilibre dans cette équipe. Si on regarde à Manchester City actuellement, il y a un gros déséquilibre entre, je vais dire, le secteur offensif, le milieu de terrain et la défense. On sent qu'il y a vraiment un gros déséquilibre. Liverpool, il n'y a aucun déséquilibre. L'équipe est totalement, parfaitement balancée. Dortmund, Et c'était ça, un je peu le trouve cas que- aussi, hein, quand ils étaient Je forts. trouve que, ok, on peut dire que voilà, Guardiola est un génie tactique. C'est vrai que ce qu'il met en place, c'est magnifique. Quand on voit la City jouer, c'est beau, c'est dans le milieu, c'est de la poésie footballistique. Enfin, je veux dire, J'aime bien l'expression. c'est tout à fait magnifique. Mais Klopp, c'est waouh, efficace. C'est peut-être un peu trop poétique, Guardiola. Voilà, c'est ça. Peut-être de temps en temps, voilà. Et Klopp, c'est l'efficacité, la justesse. Ah ouais. C'est vraiment, j'ai envie de dire une machine allemande en fait, quasiment. Ouais. C'est vraiment impressionnant à voir. Et là, on voit que la machine est lancée, que ce soit en Ligue des Champions, où ils l'ont gagné, même si le parcours n'a pas été sans embûches, mais ils ont quand même été la gagner. Mais là, en championnat, c'est hallucinant. Hein, je veux 18 dire. victoires à nul. Ouais. Eh bien, moi, je vais choisir Guardiola. Parce que tantôt, tu parlais de poésie footballistique. Et juste une anecdote, donc, je vais citer maintenant. Lors de cette fameuse finale 2011, Barcelone-Manchester, j'ai eu l'occasion d'écouter un commentateur italien, j'avoue que je ne sais plus son nom, qui a dit pendant le match, en fait, hein, carrément comme ça, ce n'est pas du football, c'est de l'art. Donc, en parlant de Barcelone. Donc, rien que pour ça, je trouve que... Mais sur ça, on est entièrement d'accord. Ouais. Mais Je crois que Guardiola va rester même dans l'histoire des entraîneurs voilà, comme je dis pour un ça, des meilleurs entraîneurs. pour ce qu'il a apporté la révolution, je mets Guardiola maintenant en tant qu'entraîneur de la décennie, même si effectivement maintenant je pense que Klopp, Dans un autre Et- style. Hein. on a cité un exemple, une raison importante, c'est au niveau financier. Il a beaucoup, même si c'est pas des clubs pauvres évidemment, quoi. Donc, mais en comparaison, Liverpool même actuellement, ce n'est que en Europe peut-être que le 6e ou 7e budget, pas plus haut. Donc, et avec Dortmund c'était pareil, quoi. Donc nettement moins que. Et avec ça, il a été quand même au sommet. Il est capable de tirer le meilleur de ses joueurs. Tout à fait. Et une troisième parenthèse, Simeone, ce qu'il a fait avec Atletico, avec des moyens beaucoup moins importants encore que Klopp à ce moment-là, a atteint pratiquement la perfection au niveau, pas de la poésie, mais au niveau des résultats. Il fallait quand même le faire. Ouais, Donc, budget à 120 millions en 2014. Pour 2014. le final, je crois que c'était un des finalistes les plus pauvres, Ouais, entre avec guillemets. Porto Contre- peut-être. De la décennie, oui, c'est Ouais, le finaliste. ouais, mais non, ça, la montée à Porto, c'est quasiment impossible de voir ça maintenant. Mais l'Ajax a actuellement. failli le faire l'année passée, Ouais, avec ouais. 90 millions de budget. Ça, c'est vrai Ils sont à 30 secondes de la finale. Exactement. Et ça aurait été vraiment remarquable, hein, Ouais, vraiment, je sais. d'atteindre la finale et pourquoi pas de la gagner avec un budget aussi faible. Il faut voir que Klopp, on pense
Je crois que l'influence actuelle est grande, ok, on parle de lui parce que avec ce qu'il fait avec Liverpool, là ils sont encore invincibles, etc. Mais c'est vrai qu'il faut parler aussi de Dortmund de 2013 avec la finale perdue, où là c'était aussi une équipe assez magnifique. Le 4-1 contre le Real, je crois, est un match à revoir, je crois. Même avec un Lewandowski en feu. Mais c'est vrai que même Klopp, si Malaga devait les éliminer. Klopp, c'est pas uniquement l'entraîneur de Le Liverpool. VAR n'était pas encore là. Malaga avec le VAR est en demi-finale à la Ligue des Champions. Malaga qui est en D2 maintenant, je pense. Donc, Oui, mais je crois que le 1-2 de Joaquin, il était légèrement hors-jeu aussi. Ouais. Mais c'était 1 à ce moment-là aussi. C'était un- C'est Mais 1-1, Malaga fait 1-2 sur hors-jeu, Dortmund égalise et ils font 3-2 Donc, sur avec le VAR, peut-être. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que Malaga tienne autant déjà. 90 minutes, c'était impossible. Vu aussi la demi-finale. Et Dortmund a prouvé en demi-finale qu'ils avaient leur place tout à fait en finale de 2013 avec Lewandowski en feu. Mais avec Gundogan qui Et était là Gundogan aussi. qui s'est révélé. Je crois que Marco Reus était déjà là aussi. Marco Reus était là. Ouais, et Goetz aussi était fort Goetz. à l'époque. Hummels derrière. Ouais, non, ils avaient Pitchek et Ouais, ouais, c'était la grosse équipe de Dortmund. Weidenfeller dans les goals. aussi. Et Grosse Creuse aussi. Donc voilà, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de la décennie avec pas mal de parenthèses, d'anecdotes. Merci de vous être prêtés au jeu. Donc vous qui nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi votre once de la décennie. Je rappelle que vous pouvez trouver l'émission en podcast sur le www.radiocharleking.be, sur la chaîne YouTube What the Foot. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition à propos des prédictions de 2020. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.